Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. Midori veut dire vert en japonais, cast pour broadcast. Et aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Kaya. Alors, une rubrique un peu spéciale pour cet épisode, puisqu'on a la joie et l'honneur d'avoir avec nous Candice, qui représente Kaya. Bonjour Candice. Bonjour Michel. Et alors, on a Christian. Alors, Christian, tu es notre invité de ce jour en tant qu'entrepreneur. Et on va commencer par une question un peu classique chez moi que j'aime beaucoup. C'est de parler de ton rêve d'adolescent à ce jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu es aligné? Bonjour tous. Bonjour Michel. Bonjour Candice. Mon rêve, c'est bizarre parce qu'en fait, cette question, on me l'a déjà posée. J'ai raconté un rêve qui me traverse, un vrai rêve, que je vis encore la nuit, encore actuellement. Ce rêve, c'est je saute d'une falaise et je vole. Et je vole au-dessus vers finalement des nouvelles dimensions. Et je crois que c'est ça en fait mon rêve, c'est de créer toujours des nouveaux espaces de construction, de détruire les acquis vers des nouveaux acquis. Voilà, c'est un rêve permanent qui me poursuit. Après ce petit mot de présentation, la réponse à ma question, est-ce que tu es aligné avec ce rêve? Est-ce que tu te sens aligné avec ce rêve actuellement encore? Jamais. Jamais. C'est Jamais. un changement constant. En constance. En fait, pour moi, c'est l'équilibre instable qui permet de construire. Et je fonctionne comme ça. Je me mets dans des situations de difficulté pour aller plus loin, pour trouver des réponses. Et cette initiative, où je me suis fait finalement membre de Kaya, les écopreneurs, c'est également me confronter à des limites économiques, des contraintes dans lesquelles on est en termes de production, mais d'aller plus loin pour pouvoir les dépasser et de mettre une nouvelle production en place qui réponde mieux aux contraintes et défis environnementaux futurs qui ne sont pas à court terme mais à très long terme. Et si on continue aujourd'hui simplement à fonctionner sur le court-termisme en termes de rentabilité financière, on ne va jamais y arriver, on ne va jamais trouver de réponses et on ne va pas pouvoir solutionner les problèmes à long terme. Ton background, c'est quoi? Tu as étudié quoi? C'est une très bonne question et je trouve que ça participe vraiment à cette réflexion. C'est comprendre le monde. Pour moi, comprendre le monde, ça nécessite finalement une certaine connaissance. Ça peut être de différentes manières, mais mon background, c'est licencié en sciences économiques. Mais j'ai également fait, pour détruire tout ce que j'ai appris en sciences économiques, j'ai fait une année de sociologie des sciences. Il a une vraie posture d'écopreneur, en fait, quand je l'entends. Ouais, exactement. Christian, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est Gram, donc ton entreprise, et en quoi est-ce que Gram est différent d'une entreprise qui propose le même genre de produits ou services? Gram est un espace de production artisanale où il y a moyen de consommer sur place ou emporter des produits de boulangerie et de cuisine. Cet espace, c'est un micro-espace, 70 mètres carrés. Il faut pouvoir agencer tout ça, d'être rentable malgré tout et de pouvoir en vivre. C'est un espace dans lequel, finalement, tu es tellement micro, dans un quartier, dans une rue non commerçante. Je suis dans le Haut-de-Saint-Gilles, hautement concurrentiel par rapport à tout ce qui est boulangerie, aujourd'hui, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Et surtout, toutes les propositions en matière de restauration, il y en a à l'appel aujourd'hui dans le Haut-de-Saint-Gilles. Comment se positionner différemment par rapport à toutes ces structures qui existent autour de soi? La différenciation se crée par rapport à l'esprit que tu mets dans cet espace. Donc, 70 mètres carrés, on offre un atelier, une cuisine, un espace de consommation et une petite épicerie en plus. Le seul moyen, c'est une ouverture sur la clientèle, d'être à l'écoute de la clientèle, d'être flexible, tout en restant dans un esprit artisanal et convivial. Et c'est ça qui permet, nous sommes en direct avec la clientèle, on a le temps, nous sommes les entrepreneurs, les créateurs, et on reste en accès avec la clientèle en permanence. Bien que moi j'ai un système de production, je suis toujours au taquet, je suis un être rationnel, je suis absolument pas aussi ouvert que Angelica Magne, qui est la cofondatrice de Gram, qui gère la partie cuisine, et moi je gère la partie boulangère. Mais ça crée tout à fait un autre esprit dans cet espace de consommation. Et en même temps, c'est un lieu qui
favorise vraiment la partie artisanale et qu'on veut préserver avec vraiment cette idée qu'on produit tout de manière artisanale. On sait les entrants et les sortants. Alors moi, tu attires ma curiosité parce qu'on a parlé un peu offline. Quand j'étais ado, j'ai travaillé dans une boulangerie la nuit pour payer mes études. On faisait du pain à l'ancienne et donc tu parles de méthode artisanale, genre on fait un levain avec la moitié d'une recette qu'on laisse fermenter, des choses comme ça? Tout à fait. La méthode de production que tu as connue, ça date d'il y a 20 ans. Il y a des boulangers qui le font encore aujourd'hui. Moi, j'ai un autre levain, un autre type de levain, j'ai plusieurs levains et je fonctionne sur cette base-là. Mais ça change vraiment tout le rapport au temps, à l'espace-temps. Une production à base de levain, tu dois respecter le temps du levain. Eh ben, ça a un impact énorme sur la manière de voir la vie et de voir finalement le temps, elle est vraiment différente les uns que pour les autres. Et même les relations avec tes clients, du coup. Tout à fait. Ça a un impact immédiat. Tout à fait immédiat et une tranquillité dans le sens où tu crées cet espace-temps, étant donné que ça prend du temps. On ne peut pas fournir ça tout de suite. Le fast-food, c'est pas possible. Mais on crée, nous, un fast-food. Vous venez chez nous, il y a moyen en un quart d'heure de manger. Mais comment on fait, comment on met ça en place, c'est tout à fait différent qu'un restaurant ou qu'une brasserie. Ici, tout est fait sur place malgré tout, mais on offre des produits biologiques, dans la mesure du possible, biologiques, locaux, circuits courts, dans la mesure du possible toujours, avec du goût, des saveurs, et sans adjuvants, sans additifs. Donc, pour permettre vraiment le côté naturel et artisanal du produit. Mais en fait, ça, on fournit ces produits. Vous venez manger sur place, en un quart d'heure, vous pouvez manger. Tu parles de cet esprit que tu veux insuffler dans Gram, mais justement, moi, ça m'intéresse aussi de savoir quelle est la raison d'être de Gram. Qu'est-ce qui vous a animé à le faire et à créer ce projet? Au début, il y a Michel qui m'a posé la question, quel était ton rêve depuis que tu es jeune? Bon, maintenant, parlons de rêve, de création, de concrétisation, je crois que c'est plutôt ça. Et c'est là où on arrive. C'est un rêve. C'est réaliser le rêve à 54 ans pour moi, aujourd'hui. On a démarré Gram en 2020. Mais à 54 ans, je réalise un rêve. C'est notamment toucher les aliments, les matières premières les plus essentielles qui touchent à la vie. Au départ, vraiment au départ, c'était avec des matières premières nobles. Type chocolat. J'ai fait des pralines, moi, dans ma cuisine, etc., mise en place de tout ce qu'il fallait avec du marbre et tout, Mais finalement, j'ai avancé dans mon projet et je me dis, non, tournons vers l'essentiel, le plus vivant. Et qu'est-ce qui est le plus vivant pour moi, qui est le plus grand partage, c'est le pain. Et donc, moi, j'ai travaillé sur le pain, c'est dans cette idée-là. Et donc là, moi, je continuais, j'ai créé ce rêve, j'ai essayé de concrétiser, ça a duré 20 ans. J'ai commencé par une formation en boulangerie-pâtisserie au Seria pendant que je travaillais en tant qu'employé. Et cette formation, je l'ai mis de côté pendant un moment, après 2 ans, après avoir fait des stages, etc. J'ai mis de côté pour accompagner mes enfants dans leur formation à la vie, étant donné qu'il y a mes enfants qui sont nés entre-temps, il fallait les faire grandir dans un environnement serein. J'ai terminé ma formation de boulanger, pâtissier et chocolatier et glacier aussi. Il y a toutes ces fonctions. Et en 2015, pour finalement commencer à imaginer cette création d'une structure boulangère. Mais il y a Angelica Magni, mon épouse, qui dit « Oh là !» Et lui, il avance. Et moi, mon rêve, j'ai aussi un rêve autour de l'alimentation. Et donc, elle a commencé aussi des formations en cuisine. Et donc, à ce moment-là, on a rejoint les 2 rêves pour que tous les 2, on puisse réaliser nos rêves respectifs autour de l'alimentation saine. Quelle belle complémentarité par rapport à justement cette création de société où tu es avec ton épouse, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a dans ta société quelque chose dont tu es très fier? Donc, Gram, c'est une micro-entreprise. Il y a 2 fondateurs, Christian Lejour, moi, Angelica Magni, mon épouse. Et on fonctionne ensemble. Et on fonctionne, chacun a ses compétences, ses capacités. Ça permet une complémentarité. Et cette complémentarité, on la maintient également avec les travailleurs avec qui on est. Donc on est une micro-entreprise, micro-espace. On ne peut pas avoir 10 employés, 10 travailleurs, travailler ensemble, c'est impossible. Il y aurait plus de travailleurs que de clients pratiquement. Et c'est de se dire que cette entreprise, donc on est situé dans le Haut-Saint-Gilles, hautement concurrentiel comme j'ai dit. En même temps, dans une rue non commerciale.
comment pouvoir vivre et survivre dans ce quartier, ce modèle-là. Et donc, il faut être d'une certaine manière robuste pour pouvoir se protéger face aux aléas et en même temps flexible et résilient pour s'adapter en fonction de ce qui t'arrive dessus. Et en fait, c'est cette adaptation, cette flexibilité qui est particulièrement intéressante dans le business model. Et c'est sur toutes les dimensions que ça se passe. Ça se passe vraiment sur tant au niveau des processus d'achat, des matières premières, être attentif aux besoins pour limiter les invendus, limiter les déchets également. Alors, on est dans la vraie gouvernance. Hein. Et ça, c'est le business model mis en place. C'est vraiment cette idée qu'il faut être attentif sur tous les aspects dans une forme de flexibilité et de possibilité d'adaptation. Une vision claire sur les flux financiers, des entrées et des sorties, de pouvoir s'adapter en fonction de la situation, de négocier les charges financières avec les banques, en même temps assurer, et ça, allez, j'ai fait le tour des travailleurs, je ne sais pas que nous, on en a beaucoup. Hein. Bon, malheureusement, on travaille qu'avec des étudiants, mais en même temps, c'est magnifique de travailler avec des étudiants. Mais on veut être un espace de formation pour ces étudiants. Ils démarrent dans la vie, il faut qu'ils démarrent dans un environnement serein pour eux. Et aussi formatrice, mais en même temps rencontrant leurs attentes, leurs besoins. Et donc, j'ai fait le tour des étudiants pour savoir, mais Gram, est-ce que vous êtes content de travailler à Gram? Ils disent, incroyable, incroyable. Franchement, on peut faire tout, en même temps dans une certaine forme de liberté, que vous acceptez comment on est, on peut s'exprimer comme on est. Et finalement, vous êtes très respectueux parce que on les accompagne dans leur vie. Moi, quand je les prends pas par la main, mais je leur montre le site sur les salaires minimums. Vous pouvez regarder, vérifier, contrôler. N'ayez jamais confiance en ce que je vous dis. Je suis votre employeur. Soyez critique par rapport à ce que moi je suis en tant qu'employeur parce que vous devez gagner votre autonomie et vous construire. Et dans ce cadre-là, ça leur permet d'avoir une flexibilité et une confiance parce qu'ils se disent « je tiens compte des tenants et des aboutissants pour Gram, mais je peux me construire et essayer de trouver des solutions en même temps. » J'aime bien dans ce que tu dis, il y a construire, il y a résilience, il y a accompagner, il y a fierté, il y a confiance, c'est des mots qui sont importants, aussi. transparence. Ce qui me plaît beaucoup, c'est quand on pose la question de gouvernance, les gens ils se disent « ouais, c'est juste du people management ». Tu vas plus loin. Tu as une réflexion sur les échanges avec les banques, sur tes fournitures, sur le non-gaspillage, qui est un point très important aussi, je pense. Mais tu voulais encore dire un point. Les émotions sont bienvenues. En fait, ce qui est important, c'est de tenir compte des souhaits et des capacités de ses collaborateurs, de ses travailleurs et ses travailleuses. Peu importe leur efficacité et productivité, mais il faut les accompagner pour améliorer leur exécution et leur comportement. Et ça permet vraiment de détruire les a priori qu'on a par rapport à la différence de genre et d'handicap. Et accepter de prendre quelqu'un qui a un certain handicap, ça permet vraiment de se construire soi-même. Toi qui n'as pas de handicap, c'était impressionnant. C'est génial. Tu déclenches des émotions. Les auditeurs et auditrices ne le voient pas, mais on a tous les larmes aux yeux ici un peu. Parce que c'est beau ce que tu dis. Beaucoup de sociétés font ce que j'appelle du value washing. On met l'humain en avant, on met ceci en avant. Et puis concrètement, quand tu es dans les lieux, tu te dis, mais où elles sont vraiment ces valeurs vraiment vécues? C'est plutôt en termes de construction et d'évolution des mentalités qui sont importantes à maintenir. Clairement. Et quand tu engages quelqu'un qui a un certain handicap et tu l'accompagnes, sans aide, en gardant les lois salariales qui sont d'application, c'est un choix vraiment important qu'on fait et c'est un investissement pour le futur, pour permettre de construire une autre société, mais par l'intermédiaire de l'entreprise et non pas d'une lutte politique spécialement. Donc si je comprends bien, Gram a une vraie finalité sociale aussi. J'ai un passé de plus de 20 ans de conseiller, d'une part, à une fédération d'économie sociale, d'autre part, en tant que conseiller pour la fédération des CPS bruxellois, qui a une haute valeur ajoutée en termes sociaux et politiques également. Donc, quand on dit que j'ai une finalité sociale,
Toute entreprise a une finalité sociale à la base. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on considère comme finalité sociale? Je n'ai pas inscrit ça dans mes statuts, comme je suis une entreprise en personne physique, donc je n'ai pas de société, voilà. Je ne le marque pas et je ne serai pas considéré comme une entreprise d'économie sociale ou avec finalité sociale, etc., ni SFS, comme on dit dans le milieu. Mais c'est par la pratique que ça se passe. Tu le vis, t'as pas besoin d'étiquette. Là, on touche à un sujet très important. C'est de considérer quand on ne se fait pas labelliser et étiqueter sous une certaine forme bien spécifique, à ce moment-là, il y aura une série d'aides que tu ne vas pas pouvoir obtenir parce que tu t'es pas fait labelliser, reconnaître, agréer, peu importe tout ce que vous voulez. Et donc, à ce moment-là, tu perds tout ce bénéfice et alors, finalement, tu te sens un peu le dindon de la farce, étant donné que finalement, tu ne pourrais pas toucher les autres aides et les autres, de toute façon, ils peuvent le faire. Et donc, c'est pas une concurrence déloyale, c'est un choix. J'ai qu'à me mettre en entreprise et mettre des statuts, etc. Mais voilà. C'est le choix de la normalité, finalement. C'est le choix de se dire, OK, comme toute entreprise devrait avoir une finalité sociale, je ne vois pas pourquoi je devrais faire des statuts spécifiques pour que ce soit le cas, vu que ça l'est dans mon travail. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Christian, tu sais que chez Kaya, on plaide pour un changement de paradigme, et ce au travers de différentes propositions politiques. Qu'est-ce que tu changerais dans le système pour que Gram ne soit plus considéré comme une alternative, mais bien comme la norme? En fait, favoriser le développement de Gram, cette mesure pourrait le faire par l'introduction sur le marché, dans le modèle de l'économie, des prix, une charge empreinte carbone, considérant que tout un chacun, toute entreprise génère une empreinte carbone, ou en rajoute par sa production, et c'est normal, mais il faut que cette empreinte carbone qui est générée par la structure puisse être intégrée dans les prix, afin de permettre un prix concurrentiel entre les différentes structures en tenant compte des externalités négatives produites par chaque entité. Le modèle d'économie de marché actuel se base sur des prix d'entrant dont les externalités négatives ne sont pas chiffrées et ne sont pas intégrées. Tant qu'il n'y a pas une obligation pour chaque entité d'intégrer les externalités négatives générées notamment par l'empreinte carbone qui va être produite pour la production de ce service ou de ce produit, il y a une concurrence déloyale qui se met en place entre les différentes structures. Gram a fait un travail pour réduire son impact négatif sur la planète afin de réduire donc son empreinte carbone sur différentes dimensions. C'est au niveau de réduire des invendus, réduire les déchets, réduire sa consommation énergétique en adaptant sa méthode de production. Gram a fait tout ce travail et est arrivé finalement à calculer pour soi-même en utilisant des outils à gauche et à droite qui existent, notamment je fais référence à EcoScan, qui est un module permettant de faire le calcul de son empreinte carbone, et est arrivé à la conclusion qu'elle produit finalement 280 kg d'équivalent carbone pour 1 000 € de chiffre d'affaires dans le secteur de la restauration. Pour ce que j'ai trouvé et obtenu comme chiffre, mais ce n'est pas facile à les obtenir. Dans la restauration, on est en moyenne 320 kg d'équivalent carbone par 1 000 € chiffre d'affaires hors TVA. Mais Gram, est-ce qu'il est bien positionné ou pas? Mal? Comment il se positionne dans le secteur de la boulangerie? Comment est-ce que dans le grand secteur alimentaire, les chaînes alimentaires, combien est leur équivalent carbone par 1 000 €? J'en sais rien. Pour trouver les chiffres, je ne sais pas où les trouver, comment se comparer et comment je peux faire un suivi de cela. Donc pour moi, il est fondamental que Gram puisse se confronter aux autres et que les autres puissent également faire ce travail. Et donc, grosso modo, il est obligatoire, et cette volonté, de mettre en place des seuils d'empreinte carbone par secteur d'activité de manière légale ou réglementaire, et que chacun, sur cette base-là, a des objectifs à atteindre, et qu'à partir du moment où ces objectifs ne sont pas atteints, il y a un certain coût en termes d'empreinte carbone. Et ce coût d'empreinte carbone doit être intégré dans les prix de vente. Ceci permettra, pour les produits qui sont les moins impactants environnementalement,
vont être moins chers et plus accessibles pour tous les milieux socio-professionnels, économiques et sociaux que des produits qui seraient avec un impact carbone beaucoup plus élevé. Tout à fait. Chez Kaya, justement, on travaille à cette trajectoire de transition qu'on cherche à mettre en place pour les entreprises. Et du coup, moi, je me demande comme ça, Christian, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez une baguette magique ? Bon, comme tu as compris, Candice, la difficulté pour moi, c'est de pouvoir suivre mon empreinte carbone en permanence. Imaginez-vous, moi, entrepreneur, offrant des produits alimentaires transformés, que nous transformons artisanalement. Nous faisons des pizzas. Et vous savez, la pizza sans basilic, c'est pas une pizza pratiquement. En tout cas, la margherita. On est d'accord. Bon, maintenant, le basilic, on l'achète où ? Il y a différentes possibilités. 1. Nous avons le Kenya. Voilà, un heureux élu. Kenya. J'achète du basilic du Kenya. Ça vient par avion. OK. Quelle est son empreinte carbone ? Le basilic du Kenya est meilleur marché que le basilic que je trouve de l'Italie. Donc, mais le prix est meilleur marché, mais son empreinte carbone est beaucoup plus élevée. Donc là, moi, je ne sais pas le calculer, je ne peux pas savoir, mais j'aimerais bien que je puisse trouver l'empreinte carbone du basilic Kenya que j'achèterais. Mais je n'achète pas ça, bien évidemment. Donc il y a le basilic d'Italie. Le basilic d'Italie, il vient comment ? Par camion. Comment il est produit là-bas ? J'en sais rien. Mais je n'ai pas son empreinte carbone non plus. J'aimerais bien, donc, la baguette magique, qu'il y ait une traçabilité de l'empreinte carbone pour chaque produit et qu'on puisse le tracer au fur et à mesure de sa trajectoire, de telle sorte que quand je l'achète, je sais quelle est son empreinte carbone ou bien qu'elle intègre ce coût dans le prix de vente. Maintenant, il y en a aussi le basilic qui vient de Pays-Bas, qui arrive en camionnette. Donc, quelle est son empreinte carbone ? On a du basilic belge aussi, mais en hiver, on n'en a pas tout le temps non plus. Mais comment tu fais une margarita sans basilic en hiver ? Donc, tout ça sont des questions simplement sur un produit de base, le basilic. Il y a moyen de se créer plein de questions pour finalement considérer, sans tenir compte, bien évidemment, de la manière dont elles ont été produites et générées. Je ne me permets pas d'aller encore aussi loin. Mais pour moi, la baguette magique, c'est d'avoir finalement cette capacité, cette possibilité d'avoir tous les outils de traçabilité de l'empreinte carbone pour chaque produit, que ça doit être quelque chose qui soit imposé. Candice, on a une dernière question pour notre invité. Il a un peu répondu au début. Tout à fait, Christian a répondu, il a donné des indices, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je suis d'accord. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu es membre de Kaya, Christian. En fait, je considère que moi, comme tout entrepreneur, doit avoir comme objectif, et c'est normal, même un chef d'entreprise, donc de comprendre toutes les règles du jeu dans lesquelles on est, que ce soit au niveau fiscal, au niveau salarial, au niveau financier, sanitaire, contractuel. Donc, il doit comprendre, sur base de sa compréhension des règles du jeu qui sont en cours, il va devoir prendre des décisions. Ces décisions, il le prend vraiment en âme et conscience par rapport à cette lecture-là. Moi, en tant que micro-entreprise, finalement, je considère que toutes ces contraintes légales, finalement, comme non prioritaires à long terme, il faut voire même, il faut les préserver parce que ce sont des acquis sociaux historiques et il faut les maintenir. Ceci permet à la société de fonctionner. Et une entreprise doit respecter ça dans la mesure du possible. Et je considère que Kaya est la plus à même de pouvoir porter les idées liées à cette baguette magique, considérant que les enjeux défendus par les autres structures sont tout à fait valables aussi, mais pour moi ne sont non prioritaires. Ça, c'est une chose. Mais d'autre part, pourquoi je suis devenu membre de Kaya ? C'est que moi aussi, j'ai envie d'apporter quelque chose et de donner quelque chose. Je ne veux pas simplement recevoir quelque chose, mais j'ai envie de pouvoir donner. Et ça, dans cet esprit-là, c'est un esprit de construction tout en cassant les a priori et les objectifs. Moi, quand je parle de ces considérations-là, on me colle tout de suite « Ouais, mais donc finalement tu es écolo, etc. » Non, je m'en fous d'être écolo ou MR ou défi, peu importe. Ceci est un enjeu que toute structure doit porter. Et qui dépasse les étiquettes politiques. Et qui dépasse les étiquettes politiques. Et c'est ça qui crée aujourd'hui la grande difficulté. Justement, c'est que ça dépasse toutes les étiquettes politiques. Finalement, tout le monde a cet enjeu dans son programme politique, mais qui va être non prioritaire parce que les priorités de chaque parti vont être différentes. Je vais faire une boutade. Moi, ce qui me choque toujours, c'est de voir que les gens, on approche de la période d'élection, mettent leur tête sur une affiche. Moi, j'aimerais bien voir
propositions sur une affiche et pas leur tête. Mais On en a oui. marre de voir leur ego. Mais oui. Voilà, petite parenthèse de clôture. Et je crois qu'on va terminer sur cette touche finale. Merci pour les belles valeurs que tu vis au sein de ta société, de ton entreprise. Merci pour ça. Merci Candice de m'avoir prêté ta parole aujourd'hui et ta voix. Merci Michel, merci Christian collaboration. aussi et bienvenue dans la coalition, hein, vraiment. Merci aussi Candice et Michel et pour un meilleur futur. Alors pour les auditeurs et auditrices, sachez qu'il y a dans le texte de ce podcast un petit lien avec la possibilité, si vous cliquez dessus, de laisser un message vocal à Christian, à Candice, pour Kaya. N'hésitez pas, prenez votre courage à deux mains, vous cliquez sur ce lien, ça ouvre une fenêtre du navigateur, il vous dit « Autorisez-vous le micro ?» Répondez oui, enregistrez-vous, vous pouvez réécouter avant d'envoyer autant de fois que vous voulez et recommencer autant de fois que vous voulez. Et pour envoyer, vous écrivez votre adresse email, faites envoyer et on reçoit le message. Et si vous dites qu'on peut, on le partagera sur les réseaux. Utilisez ce lien. Moi, je suis à la recherche de toute nouvelle idée pour pouvoir avancer ensemble vers un meilleur monde. Il y a des nouveaux concepts que je reçois déjà actuellement. Exnovation, c'est quoi? Système socio-technique, c'est quoi? Comment intégrer tout ça dans cette dimension-là? C'est fondamental. Merci, à très bientôt. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.